toutes les époques. Donc, il n'y a donc pas de principe universel a priori du jugement de goût, mais plutôt une règle objective ou intersubjective, accessible par la méthode expérimentale qu'utilise la science. De plus, si nous voulons parvenir à un jugement universel, nous dira le philosophe, nous devons absolument, lors de notre jugement, tenter de faire fi de tout ce qui relève du contingent et du particulier pour se placer dans la position d'un homme universel. C'est-à-dire, lorsque je suis devant une belle représentation, je dois absolument faire abstraction de qui je suis. Mes sentiments, mes sensations physiques, ma douleur, mes expériences passées, également des conditions physiques extérieures. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait chaud? L'éclairage? Pour ne tenir compte que de l'œuvre qui m'est présentée. Même s'il défend la position universaliste, Hume n'entend pas régler les problèmes du relativisme une fois pour toutes. Il est tout à fait question que l'universalité à laquelle prétend la norme du goût ne peut être ni absolue ni immuable. Elle est aujourd'hui qualifiée par l'éminent commentateur de la philosophie humienne, Michel Malherbe, d'universalité naturelle. L'universalité naturelle, à la différence de l'universalité formelle, dépend de circonstances. Elle est développée, influencée par les variations de la nature et de la culture. Si les hommes pris dans leur ensemble ont en partage la même nature, leur tempérament individuel et leurs conditions sociales et historiques peut grandement varier. C'est parce qu'entre autres, nous sommes tous différents, vivons dans des cultures variées à diverses époques, et possédons chacun nos préférences personnelles que la norme du goût peut être ainsi appelée à changer. La norme du goût est plutôt un idéal à poursuivre, car elle semble inatteignable en réalité. Trop de conditions physiques, historiques, culturelles et émotives travaillent à réduire l'étendue de son universalité. C'est pour cette raison, nous dira Hume, que nous devons nous exercer à nous absoudre de tout préjugé et faire fi du contingent et du particulier, des défauts de nos organes, etc., dans le but de nous mettre dans la position d'un homme en général. La méthode objective ou scientifique, sous un contrôle rigoureux des conditions d'expérience, permettra à l'homme de goût d'observer ce qui a plu aux hommes à travers les différentes sociétés et l'histoire, d'ériger une norme du goût et de réconcilier les sentiments de l'humanité. Si je vous ai présenté une partie de l'esthétique humienne ce soir, c'est parce que j'ai la conviction qu'elle est toujours à même de régler les problèmes du relativisme qui sévit au sein de l'art contemporain. Cette théorie esthétique nous enseigne à oublier en partie notre propre personne pour nous ouvrir au point de vue d'autrui et ainsi favoriser la discussion. Nous apprenons de cette façon à nous approprier les sentiments des autres afin d'émettre des jugements qui ont une portée plus universelle. Je dirais également que le pluralisme artistique qui se manifeste dans l'art contemporain, étant donné l'éclatement et le développement des nouvelles formes artistiques depuis la fin du 19e siècle, peut tirer parti de l'esthétique humienne, car contrairement aux théories esthétiques classiques, et bien qu'elles leur soient contemporaines, celles-ci ne cherchent pas à établir les canons de la beauté d'une manière absolue. Peu importe le type d'œuvre devant lequel nous nous trouvons, l'important, nous dirait Hume, c'est d'avoir des raisons pour déclarer qu'une chose est belle et que tout le monde s'entende à ce propos. Car sa raison se base sur l'empirie, c'est-à-dire sur ce qui a plu aux hommes à travers les sociétés et l'histoire. En ce sens, la norme du goût signifie une entente implicite. Poursuivons maintenant avec Kant. Juste une question, tu parles d'empirisme du goût. Comment tu valides la méthode empirique avec l'esthétique? Ben,
pour Hume, on serait tous constitués de la même façon. On est tous habités par les mêmes principes de la nature humaine. Puis, il dirait que si vous mettez des hommes qui ont une même condition psychologique, physique, qu'on établit les mêmes conditions d'expérience, ben, tout le monde devrait ressentir le même plaisir. Devrait. Oui. Ben, Hume est bien conscient que c'est difficile de faire ça parce qu'on a tous un vécu, on a tous quelque chose. En arrière de nous, on a de la façon dont on a été élevé, les expériences qu'on a eues, les accidents. Tous ces critères-là fait que on peut juste s'approcher de cette universalité-là. Elle est possible en théorie, mais il est conscient qu'elle n'est pas possible en pratique. La différence entre l'absolu et le relatif. Jung essayait de définir la beauté absolue, qui est une différence avec la relativité de chaque individu. Ben, il essayait de s'approcher de l'absolu. Mais Jung ne croit pas qu'il existe. Jung est très drastique dans sa philosophie. Il ne croit pas qu'il existe de connaissances certaines dans n'importe quoi. Selon lui, il va dire, ben, par exemple, oui, le soleil s'est levé à tous les jours depuis des milliers d'années, mais il n'y a absolument rien qui nous certifie que le soleil va se lever. Demain va se lever. C'est ça. C'est pour ça qu'il va essayer de créer une entente par la méthode expérimentale, mais il ne pense pas que ce savoir absolu-là est accessible, puis je pense qu'il dirait même pas qu'il soit possible. Moi, j'aimerais ça avoir de la précision, là. Parce que si on me dit que je ne suis pas certain que le soleil va se lever demain, je me dis, celui qui dit ça, il en a fumé du bon. Ben, pour lui, c'est nécessaire qu'on... Ben, c'est ça, j'aimerais ça qu'on essaye de disséquer un petit peu son jugement dans ce cas-là, là, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Là. Pour lui, c'est nécessaire qu'on ait des croyances. C'est nécessaire pour nous de croire que le soleil va se lever demain. C'est utile à l'homme parce que ça va donner sens à sa vie. Il n'y a personne... Oui, mais là, je vous arrête, là. Si c'est nécessaire à l'homme de croire en ça, ça veut-tu dire que c'est juste illusoire de croire en ça? Mais non, à mon avis, c'est vrai. Même si c'est nécessaire de croire en ça, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ben, lui, il va dire c'est nécessaire, mais c'est une croyance, c'est pas une connaissance. C'est pas la vérité. C'est nécessaire parce que il y a personne qui veut vivre dans le chaos. Oui, mais ça veut pas dire que c'est... Ça revient au même, il n'y a pas de... Non, il va dire on peut pas prouver que c'est vrai, on peut pas prouver que c'est faux. Effectivement, il va pas... C'est l'empirisme qui prouve que c'est vrai. Non. C'est Non. l'expérience quotidienne de chaque individu qui est additionnée l'une par-dessus l'autre, puis on en déduit que demain, le soleil va se lever. Ouais. C'est pas C'est absolu, ça ça. qui est C'est pas comme 2 plus 2 font 4. Il peut arriver n'importe quoi. Il y a un tsunami qui est arrivé, une tornade n'était pas prévisible il y a quelques jours, elle arrive. Dans l'ordre de la nature, la certitude absolue que le soleil va continuer de briller demain, ça, c'est pas acquis, ça. Ça pourrait très bien, il pourrait éclater le soleil, il pourrait arriver quelque chose dessus, une comète, quelque chose, puis qu'il l'éclate et puis pas de lever de soleil. Pourquoi pas? Ou la Terre. Bon, OK. Les lois de la nature ne sont pas des absolus mathématiques. En mathématiques, c'est sûr, on est dans l'ordre des pures représentations de l'esprit. Mais quand on travaille avec la nature, il n'y a rien qui nous assure que dans l'histoire, demain va ressembler à aujourd'hui. Absolument pas. C'est probable, très probable, mais ce n'est pas absolument certain. En mathématiques, c'est absolument certain. On n'est pas dans l'ordre de la matière, mais pas avec les réalités naturelles. Il me semble. Oui, oui, moi aussi, c'est comme ça. Allons-y, plus loin. Tu pourrais t'asseoir. Non, mais Tu restes debout. comme ça, je bouge la caméra aussi. Ouais. Bien que Kant s'exprime peu sur le sujet, on peut tout de même déduire que le relativisme esthétique reste une préoccupation constante au sein de son esthétique. Tout comme Hume le fit avant lui, Kant s'inquiète de la possibilité d'établir un principe universel comme fondement du jugement de goût, étant donné la subjectivité de celui-ci. Comme il nous le fait remarquer dès le début du paragraphe 17 de la critique de la faculté de juger,
Il ne peut y avoir de règle objective du goût qui détermine par un concept ce qui est beau, car tout jugement issu de cette source est esthétique, c'est-à-dire son principe déterminant est le sentiment du sujet, non un concept de l'objet. Chercher un principe du goût qui indiquerait par des concepts déterminés le critérium universel du beau est une entreprise stérile, car ce que l'on cherche est impossible et en lui-même contradictoire. Oui. Ça me fait penser, il y a eu une étude qui a été faite sur les enfants, justement, des critères de beauté. Puis, je me souviens plus qui l'a fait, là, mais la conclusion, c'est que, exemple, les petites filles aux yeux bleus, aux cheveux blonds, étaient plus favorisées qu'une petite qui était, mettons, les yeux foncés, les cheveux foncés. Dans des classes, les professeurs vont être plus attirés, vont plus donner d'attention, supposément, aux enfants qui ont comme un certain look comme ça, là, dans des... c'est ça. Ils ont fait des comparaisons, puis c'est arrivé, là, c'était précis exactement, là, comme ça. Là, Ce que tu appelles les concepts déterminés, là? Oui, Les yeux bleus, les cheveux blonds. c'est ça, c'est ça. Puis il a même fait ça chez les Noirs, Oui. parmi les Noirs, chez les enfants noirs, et qui eux-mêmes décidaient que plus les enfants étaient pâles, plus ils étaient acceptés, puis plus ils sont beaux. Mais il n'y a pas Puis beaucoup plus de... ils sont noirs, ils sont pas noirs. Ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, puis... Ah, c'est ça, c'est aux États-Unis, mais je me souviens plus qui l'a fait. Mais c'est ça, je me souviens très bien, ça m'avait marqué là, pendant mes cours. Ben, Ouais. je pense que quand on dirait qu'à ce moment-là, on ne fait pas un jugement sur la beauté. Je pense peut-être qu'il nous dirait on fait un jugement sur l'agrément, ou peut-être que, par exemple, le professeur voit en l'élève autre chose que sa beauté. Quand il juge de sa beauté, ben, il dit peut-être, je sais pas, il pourrait avoir une utilité, je sais pas si l'enfant va l'aimer plus ou quelque chose comme ça. Mais c'est certain que quand on dirait, on fait pas un jugement de beauté. Peut-être, c'est ça irait plus dans un jugement, ce que Kant appelle l'agrément, le plaisir des sens. Avec Jung, on était vraiment dans le plaisir des sens. Qu'est-ce que ça fait à mes organes de voir une belle représentation? Avec Kant, on n'est pas du tout dans le plaisir des sens, c'est pas ça. Dans le jugement d'agrément, il va distinguer le jugement d'agrément du jugement esthétique. Il va dire dans l'agrément, c'est le plaisir des sens, comme manger une bonne crème glacée, comme regarder un beau corps, comme... Puis, dans le jugement esthétique, on est dans un plaisir de la réflexion. Fait que quand on regarde une belle représentation, on ne s'interroge même pas sur la nature de la chose, sur l'utilité que ça pourrait avoir, la connaissance qu'on pourrait en tirer. Jeannette donne un exemple dans son livre, il parle de, je pense que c'est Manet. Il dit Manet le peintre français est en train de peindre quelque chose au loin, puis il trouve ça très beau, puis il ne sait pas ce qu'il peint. Puis il regarde, puis là, il envoie son assistant aller voir, puis là, l'assistant il revient, puis il dit « Ah, mais c'est des fagots, des brindilles que vous peignez. » Puis là, Manet, il regarde sa toile, puis il dit « Ah, ben oui, c'est ça. » Il était devant une belle représentation, mais il ne s'interroge pas sur le plaisir des sens, sur la nature de la chose. Il s'intéresse, c'est ça. Kant dirait que c'est un plaisir vraiment réflexif. Cependant, si l'expérience esthétique puise son fondement dans la subjectivité humaine, nous ne sommes pas pour autant contraints au relativisme, qu'il soit modéré comme celui de Yves Michaud ou radical comme celui de Gérard Genette. Nous pouvons énoncer des jugements qui ont une valeur universelle.
L'universalité du jugement de goût, contrairement à ce que peuvent croire les tenants du relativisme esthétique, ne corrompt en rien la liberté du sujet. Parce que on va parler de liberté chez les relativistes en disant, ben, je ne suis pas contraint par rien, donc je peux dire n'importe quoi, je peux juger des choses comme je veux. Puis Kant va dire, non, non, le jugement esthétique est universel parce que c'est un jugement libre. C'est parce que le sujet parvient à se libérer de tout ce qui le définit en particulier, de toute contrainte qu'il peut s'élever avec l'exercice de ses facultés cognitives à l'universel et présupposer comme principe a priori en chacun de nous un sentiment commun à l'humanité qui justifiera l'universalité de ses jugements. Ici, la communication ne se déroule pas comme chez d'autres philosophes. La beauté n'est pas faite pour être prouvée, elle est faite pour être sentie par un plaisir de la réflexion. Kant établira 4 conditions qui détermineront le jugement de goût comme universel et rendront possible la communication entre les hommes. Premièrement, en tant que jugement universel, la satisfaction ressentie lors de l'expérience esthétique doit être totalement désintéressée. Le sujet doit juger de ce qui lui est représenté sans contrainte ni extérieure ni intérieure, c'est-à-dire en toute latitude ou toute liberté. Ici, Kant n'entend pas qu'on puisse contraindre quelqu'un à apprécier quelque chose par la force physique ou quelconque force, mais que contrairement aux autres types de jugements, ici ne s'impose pas la contrainte de connaître la nature d'une chose ou son utilité. Selon Kant, lorsque nous cherchons à déterminer la beauté d'un phénomène, nous ne voulons pas savoir ce qu'est la chose, si elle est agréable à nos sens ou si nous l'approuvons. Nous désirons seulement savoir si la représentation de l'objet est accompagnée en nous par une satisfaction aussi indifférente que nous puissions être à l'existence de l'objet de cette représentation. C'est pour cette raison que le sujet qui juge doit être libre de toutes les inclinations possibles vis-à-vis de la satisfaction qu'il impute à l'objet. C'est uniquement grâce à cette libération que le sujet pourra ressentir le réel plaisir de la beauté. Deuxièmement, nous dira Kant, le jugement de goût n'est pas un jugement de connaissance. Lorsque nous cherchons à déterminer la beauté d'une représentation, nous ne cherchons pas à savoir si l'objet que nous avons sous les yeux correspond au concept que nous en possédons. Par exemple, est-ce que la représentation de la chaise correspond au concept ou à la définition que je possède d'une chaise? Comme la beauté n'est pas une qualité de l'objet, il se rapporte uniquement au sentiment du sujet, tout comme chez Hume par ailleurs, pour préserver sa valeur universelle et sa liberté. Le jugement de goût ne doit absolument pas découler de concept, comme c'est le cas dans le jugement de connaissance. La notion de concept, telle qu'elle est entendue à travers le jugement de connaissance, restreint toujours notre vision du monde à une perspective unique. Par exemple, si la représentation de la chaise s'accorde avec mon concept de chaise, je suis obligée d'attribuer cette définition à cette représentation. Pour Kant, le jugement esthétique ou le jugement de goût est un jugement qui doit être fait sans contrainte. Aucune règle ou aucun concept ne peut nous astreindre à donner notre assentiment à certaines représentations. De plus, nous dira le philosophe, il nous est impossible de déduire notre sentiment de plaisir du concept de la chose qui se trouve devant nous, car la beauté ne relève pas de concept, mais uniquement du sentiment du sujet. Selon l'esthétique kantienne, il n'existe aucun concept du beau dans l'esprit humain, mais seulement le sentiment de beauté. De cette dernière condition découlera une troisième expression de la liberté esthétique. Ce n'est que lorsque nous faisons abstraction de tous les concepts déterminés
que nos facultés de connaissance peuvent jouer